Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle config, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Le but ça va être de monter un nouveau PC sur du rétro, pour le coup on va être dans la génération 2009-2010. Pour ce PC on va être plutôt sur une config milieu de gamme de la période 2009-2010, généralement je me concentre plutôt sur les composants haut de gamme, étant donné que à ces périodes-là c'est plutôt ça qui nous a fait rêver. Et sur cette époque-là, le milieu de gamme était très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre honneur. Notamment pour le processeur, je pense que vous l'avez vu dans la miniature ou dans le titre, ça va être un Phenom 2 et c'est des processeurs que je trouve vraiment sous-cotés. J'avais déjà testé le Phenom 2 x4 965 Black Edition, il m'avait vraiment surpris, surtout pour les performances en jeu, il était vraiment très bon. En applicatif, malgré tout, ils étaient quand même moins bons que les processeurs Intel de cette période-là. Bref, ça sera l'occasion de rendre honneur à ces processeurs qui sont bien trop sous-cotés, notamment pour le jeu vidéo. Pour la petite histoire, ces composants me viennent d'un ami pour lequel j'ai refait un PC qui est plus moderne et pour me remercier, il m'a laissé son ancien PC qui était hors service. Pour ce qui est de la panne, c'est pas compliqué, c'était simplement la carte mère qui avait des problèmes, elle était très instable, j'ai donc changé. Allez, ça suffira pour l'introduction, on passe maintenant à la présentation des composants en voix off. On commence par la carte mère, c'est sans fioriture, on est sur un PC qui est milieu de gamme de cette époque-là, sur du micro ATX. C'est Asus qui nous la propose, je vous laisse lire la référence, on est en socket AM3, je précise, étant donné que ces processeurs étaient compatibles AM3 ainsi que AM2. Pour ce qui est du processeur, vous en doutez, il s'agit d'un Phenom 2, mais plus précisément le Phenom 2 x4 955 Black Edition. Il est sous micro-architecture Deneb, gravé en 45 nanomètres et surtout cadencé à 3,2 MHz, ce qui était pas mal à l'époque. Les Phenom 2 sont des processeurs qui ont tendance à pas mal chauffer, ils ont plutôt une mauvaise réputation à ce niveau là, et le 955 il déroge pas vraiment à ça. En même temps, avec un TDP de 125 watts, fallait un petit peu s'y attendre. J'y mets donc un Ventirad qui me vient de Xilinx à la base, il a beaucoup de caloduc, c'est en 120 mm, il est plutôt efficace et c'est pas du luxe avec ce processeur. En revanche, pour le ventilateur, c'est pas celui d'origine, j'y ai collé un Be Quiet. En ce qui concerne la mémoire, je passe sur de la DDR3 Corsair 1333 en 2 x 4 Go. Pour ce qui est de la quantité de mémoire, on avait quand même beaucoup de PC avec 4 Go à l'époque, 8 Go c'est beaucoup, mais j'avais que ce kit là sous la main, donc ça fera l'affaire. En ce qui concerne la carte graphique, il s'agit d'une Nvidia GTX 460 qui est proposée par MSI, c'est l'édition Cyclone. On est sous micro-architecture Fermi avec un GPU GF104 qui est gravé en 40 nanomètres, qui est censé être cadencé à 675 MHz, mais cette version est overclockée à 725 MHz précisément. Pour la mémoire, on a 1 Go 2G DDR5, il faut savoir qu'il y avait une version avec 768 mégaoctets. Le tout cadencé à 1800 MHz. On a donc là une configuration qui représente vraiment ce que pouvait être le milieu de gamme sur la période 2009-2010. Ça change un petit peu des configs que je fais, généralement je cherche à avoir le haut de gamme d'une période qui est définie. Cette fois-ci on va se concentrer sur ce que pouvait être le milieu de gamme. Pour la carte graphique, ça aurait pu être intéressant aussi de mettre une Radeon HD 5850 qui était pas très chère et plutôt intéressante. Concernant la micro-architecture Fermi, elle a été accueillie plutôt de manière mitigée concernant la presse hardware de l'époque. On avait des performances intéressantes mais avec des gros défauts tels que de la chauffe et de la consommation qui étaient plutôt élevés. Mais sur la 460 ça reste correct, il faut pas oublier qu'à cette époque là ATI et AMD vraiment proposaient des très bons produits et surtout sur la génération des premières cartes DirectX 11 ils étaient déjà présents depuis au moins 6 mois. On avait donc des cartes milieu de gamme qui arrivaient très tard en 2010 alors que depuis 2009 ATI et AMD nous proposaient déjà des cartes pour cette génération là. Maintenant que la présentation est faite, on passe à la séquence de montage ainsi que la petite séquence pour se faire plaisir, on se retrouve juste après. J'espère que ça vous aura plu, même si on est sur un PC qui est sans fioriture, je trouve que ça rend plutôt bien. Maintenant que le PC est monté, on peut attaquer les tests.
On commence les tests avec Cinebench R15, j'ai déjà des résultats avec le Phenom 2 x4 965 Black Edition, qui techniquement est un 955 légèrement overclocké. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé le i5 760 qui est son concurrent direct, mais aussi les i7 930 et 960 qui représentaient le très haut de gamme en termes de processeur à cette époque. On pourra donc comparer avec tout ça, mais il faut pas oublier que Cinebench R15 c'est un benchmark qui représente assez mal la réalité des choses. C'est-à-dire que ça peut donner une idée qui est à peu près correcte pour un milieu applicatif, mais pour ce qui est du jeu vidéo, c'est vraiment un très mauvais indicateur. Je m'étais rendu compte de ça quand j'avais opposé le Phenom 2 x4 965 Black Edition au i7 870 dans une de mes précédentes vidéos. Le i7 avait des bien meilleurs scores sur Cinebench, alors que dans les jeux vidéo, le Phenom 2 était bien meilleur que le i7. Je vous affiche directement les résultats. On a fait 326 points, c'est à peine mieux qu'un Core 2 Quad Q 6850 Extreme, mais qu'il faut pas l'oublier, valait peut-être 1000 € en 2006-2007. Si on compare au i5 760 qui était son vrai concurrent étant donné qu'il était vendu à peu près au même prix, sauf que ce i5 était sorti un petit peu plus tard, et bah finalement on a des performances sur Cinebench qui sont à peu près comparables, avec 326 points pour le Phenom et 347 pour le i5. Fin 2009 du côté d'Intel, on avait la sortie des i7 930 et 960. Alors c'était le très haut de gamme, on n'était pas du tout sur les mêmes prix, il me semble que le 930 se négociait autour de 400 € et le 960 dans les 500 €. La comparaison est pas super intéressante étant donné qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix, mais c'est juste pour rappeler qu'à ce moment-là, Intel avait quand même de l'avance sur le très haut de gamme. On le voit avec 457 pour le 930 et 512 pour le 960, c'est des processeurs qui sont irrattrapables. On fait maintenant un passage sur 3D Mark, ça nous permettra de tester la machine en entier. On passe maintenant sur Cloudgate. J'avais déjà passé le Phenom 2 x4 965 Black Edition et je l'avais opposé au i7 870. Si on regarde le résultat avec ce PC, j'ai eu un score graphique de plus de 20 000 points, un score physique de 3371 points pour un score global de 9655 points. Si je compare aux résultats que j'ai eu précédemment qui sont quand même un petit peu faussés étant donné que j'avais pas les mêmes cartes graphiques, avec le i7 870 j'avais eu un score physique, donc le score pour le processeur de 4481 points, il est donc au-dessus de celui-ci, et j'avais fait à peine plus avec le Phenom 2 x4 965, étant donné que c'est tout simplement le même processeur légèrement overclocké, j'avais eu un score physique de 3431 points. Pour les cartes graphiques, j'avais passé la 4890 ainsi que la GTX 285. C'était donc les deux cartes les plus haut de gamme de mi-génération, que ce soit d'Intel ou encore d'ATI. Avec la HD 4890, j'avais fait 16 189 points, et avec la GTX 285, j'avais fait 9730 points. Alors que cette fois-ci, j'ai fait 20 663 points, c'est un gap qui est énorme, alors que pourtant on est sur le milieu de gamme de la génération qui arrivait juste après. Et c'est là que cette génération Fermi est plutôt intéressante, comme je le disais, elle avait donné un gap de performance intéressant, même si elle était arrivée très tard par rapport au HD 5000, mais malgré tout on avait un gap de performance intéressant. Et cette GTX 460 finalement se plaçait plutôt dans le haut de gamme au niveau des performances, c'est-à-dire qu'on avait des performances qui se situaient entre la HD 5830 et la 5850. Il s'agissait donc du haut de gamme d'ATI à cette époque-là. C'est pour ça que sur la génération GTX 400, la 460 pour moi était le choix le plus intéressant. Mais tout ça j'en reparlerai en conclusion. Mais je dis quand même attention avec la comparaison par rapport à mes résultats de la 285, j'ai eu des résultats que je trouvais quand même anormalement faibles. Parce qu'en temps normal, la GTX 285 est quand même au-dessus de l'HD 4890. Je situerai donc la différence de performance entre la 285 et la 460 plutôt autour de 30 à 40%. On va maintenant voir ce que vaut ce PC dans les jeux vidéo, étant donné, comme je le disais, les benchmarks c'est pas l'idéal pour se faire une vraie idée. Le but va plutôt être de voir si c'était capable de faire tourner tous les jeux de cette époque-là dans de bonnes conditions, et je me baserai sur les résultats de cette vidéo pour ensuite pouvoir tester ce que ça donnait avec d'autres cartes graphiques de cette époque. Par exemple, pour comparer avec les HD 5850 et 5870 ou même une 5830, mais surtout la GTX 480 qui est assez dur à trouver à l'heure actuelle, il s'en est pas vendu des masses et surtout il y en a beaucoup qui sont HS. Donc comme tout ce qui est assez dur à trouver finalement, et les prix ont tendance à pas mal s'envoler. On va d'abord essayer de répondre à la question qu'on se posait quand on se payait un nouveau PC à cette époque-là, can it run Crysis? Vous le voyez, on est en 1080p, anti-aliasing désactivé avec les pré-réglages en élevé. On a des moments où on est en dessous des 50 fps, on est plutôt dans les 40 fps, il y a d'autres moments où c'est un peu moins chargé, on repasse au-dessus des 50, on vient même chatouiller les 60 fps. Donc ce PC, même s'il est sorti bien après ce jeu-là, on voit qu'il a quand même du mal. Après c'est Crysis, c'est un cas particulier. C'est pas les meilleures conditions de jeu, mais on voit que Crysis est quand
quand même parfaitement jouable. On a le GPU qui est quasiment tout le temps à fond, on a le CPU lui qui est entre 30 et 50%, il est pas super bien exploité, malgré tout ça tourne plutôt bien. On passe maintenant à un jeu qui est sorti un petit peu après ce PC là, avec Skyrim. Pour les paramètres graphiques, je me suis pas embêté, j'ai tout mis en ultra, en 1080p, anti-crénelage x8 et filtre anisotropique x16. Pour le test, j'ai choisi de me balader dans Solitude et on peut voir que déjà il y a un petit souci, ce GPU n'a pas suffisamment de mémoire. La raison est simple, c'est qu'on retrouve le même défaut que j'avais déjà vu sur les HD 5000, à savoir le manque de VRAM. 1 Go de VRAM, ce n'est pas suffisant pour 2009, 2010 et même 2011. On le voit, j'ai ma mémoire qui est totalement saturée, j'ai du coup mon GPU qui tourne au ralenti et pareil pour le processeur, on est dans les 60% au maximum. Et les fabricants en avaient conscience, d'ailleurs Nvidia avait mis 1,5 Go de VRAM sur la 480 et du côté d'AMD, ce n'était pas AMD qui avait réagi mais Saphir qui avait proposé une version 2 Go de la 5870. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir de bien meilleures performances sur ce jeu là en tout cas. Il faut quand même relativiser, le jeu reste parfaitement jouable, on est dans les 50 fps en général, de temps en temps on tombe en dessous dans les 40 fps et c'est relativement rare. En revanche j'ai une limitation je pense à 60 fps étant donné que j'y monte jamais au-dessus. C'est tout à fait honorable pour un PC milieu de gamme qui est un petit peu plus ancien que ce jeu là, même si on n'est pas sur les meilleures conditions de jeu, ça tourne plutôt bien. On passe maintenant à un jeu qui va lui faire très mal, c'est The Witcher 2. En ce qui concerne les réglages graphiques, on est plutôt sur des réglages exigeants, bien entendu j'ai désactivé l'Uber Sampling ainsi que l'anti-crénelage. Déjà ce jeu va faire très mal à ce PC, on va voir ce que ça donne. On le voit clairement, le GPU n'arrive pas à suivre, il est tout le temps à 100% là où le CPU lui du coup se tourne les pouces. Après fallait s'y attendre, on est sur un des jeux les plus exigeants de 2011. Même si c'est limite, le jeu reste jouable, on est plutôt stable au niveau des FPS, on est au-dessus des 30, c'est pas trop mal. Mais typiquement c'est un jeu sur lequel il faut vraiment commencer à baisser les paramètres graphiques, mais on peut quand même y jouer sans problème avec ce PC là. En tout cas je sais pas vous mais je trouve que c'est plutôt impressionnant parce que finalement on est sur un PC qui est plutôt milieu de gamme de la période 2009-2010 et on voit que sur un très gros jeu de 2011 il s'en sort quand même plutôt bien avec des graphismes quand même exigeants. Ça suffira pour les tests concernant ce petit PC, je vais maintenant vous dire ce que je pense des PC milieu de gamme de cette époque. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce PC finalement? Eh ben on l'a vu, pour un PC milieu de gamme, on a de très bonnes performances. On avait un PC qui était capable de faire tourner tous les jeux de l'époque sans vraiment de problème, et même des jeux un petit peu après. Par exemple, avec The Witcher 2 à l'instant, eh ben il tourne plutôt bien pour un jeu qui est très exigeant de 2011. Même si tous les graphismes n'étaient pas au fond, on était quand même sur un réglage qui est plutôt élevé, et malgré tout, on avait une trentaine de FPS, c'était tout à fait jouable. Et concernant les jeux directement de 2009 ou voire 2010, j'en ai pas vraiment testé parce que finalement, ils tournaient sans problème. Donc c'était pas forcément intéressant. Le but c'était de mettre ce petit PC en difficulté, il s'en est plutôt bien sorti. Moi ce que je retiens c'est que encore une fois ces processeurs Phenom 2 et ben finalement en gaming ils étaient plutôt bons. Il n'y a aucun cas où on était bottleneck par le processeur, il s'en est toujours très bien sorti. Et pour cette 460 GTX elle s'en sort plutôt bien elle aussi. J'ai choisi que des jeux qui étaient très exigeants pour cette carte graphique. Il y avait Crysis qui est un petit peu le cas particulier de la fin des années 2000 et The Witcher 2 qui est tout simplement extrêmement exigeant pour du matériel de cette période là. Et pour un jeu qui est un petit peu entre deux, qui est exigeant mais pas trop non plus, on a Skyrim et qui tourne quand même très bien. Au final ce PC il tourne très bien, surtout pour le prix auquel on pouvait l'avoir à cette période là. C'est un PC qu'on pouvait se faire pour moins de 800 € en 2010 et ça fonctionnait très bien. En fin de compte on avait un milieu de gamme qui était un prix qui était très abordable, surtout si on compare par rapport au prix que l'on a actuellement. Cette 460 dans sa version 768 mégaoctets on pouvait l'avoir à 200 € et la version 1 Go à 229 €. Et à sa sortie les prix du côté d'AMD étaient très intéressants. La 5830 qui était un petit peu en retrait au niveau des performances était à 180 € et la 5850 qui était elle un petit peu au-dessus à 270 €. Et ben je sais pas vous mais quand je vois des prix comme ça et ben vraiment je suis nostalgique de cette période là. Et pour les processeurs finalement et ben c'était pareil, on pouvait avoir par exemple ce Phenom 2 pour 250 € à sa sortie en 2009. Il était donc possible de se monter un PC complet pour moins de 800 € voire moins de 1000 € si on mettait une carte graphique plus haut de gamme. Par exemple la HD 5870 on pouvait la toucher dans les 300-350 €. Quand je vois dans les commentaires les gens qui justifient le prix des cartes graphiques que l'on a actuellement en disant que oui c'est cher mais parce que à l'heure actuelle on peut jouer à tous les jeux avec les graphismes en élevé voire ultra, et ben moi ça me gêne parce que en fin de compte le milieu de gamme ça a toujours été ça. Les PC milieu de gamme étaient finalement capables de faire tourner tous les jeux du moment avec les graphismes à fond et dans la résolution standard du moment. Donc à savoir par exemple en 2009-2010 on était déjà au 1080p. Donc même si votre 3060 elle vous
permet de jouer en QHD, et ben ça justifie pas un prix aussi élevé à l'heure actuelle. Il faut pas oublier que les 3060, les cartes milieu de gamme actuelles, on les paye entre 400 et 500 euros. Donc le double de ce que l'on payait nos cartes graphiques milieu de gamme il y a 10-12 ans. Et vous l'avez vu, les cartes milieu de gamme de l'époque étaient parfaitement capables de faire tourner tous les jeux avec des graphismes en élevé. Certes, par exemple pour The Witcher 2 on était à 30 fps, c'est pas l'idéal, mais ça reste jouable, rien n'empêche de baisser les graphismes, et surtout c'est un jeu qui est très exigeant, qui est sorti une génération de matériel après. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, et si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux ou le Discord, vous trouverez ça sur le lien Linktree dans la description. Allez, en attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.